Super. Merci. Bon, l'idée, c'est de poser vos questions au fur et à mesure, et puis on aura un temps dédié de questions-réponses sur les 15-20 dernières minutes pour qu'on puisse échanger. Est-ce qu'on peut commencer ? On attend encore du monde. Oui, pardon. Alors, c'est le site. Il faut aller sur produrable.com. Et ensuite, vous allez dans Programme édition 2020. Et je pense que vous cherchez la session qui nous concerne. Vous cliquez sur un lien qui s'appelle Interaction conférence, qui doit être dans la... Ouais, c'est bon. Et après, normalement, vous avez l'interface à ce moment-là. Je vous en prie. Non, c'est vrai que c'était utile. Peut-être que tout le monde n'a pas... On va commencer ? C'est bon ? Bonjour à tous. Donc moi, je suis Annabelle Richard, je suis manager chez Utopie sur les questions de transition territoriale et développement économique local. Utopie, c'est un cabinet de conseil en développement durable qui existe depuis plus de 25 ans, qui a été fondé initialement avec la mission de changer l'entreprise pour changer le monde. Donc on accompagne les entreprises et également les territoires de toute taille pour engager les transitions nécessaires en travaillant à la fois sur les stratégies RSE, les stratégies marketing, les stratégies de marque, les approches filières dans le cadre de l'agriculture. On travaille aussi à accompagner les entreprises dans un meilleur ancrage sur leur territoire, ce qui est plus ce qui va nous concerner aujourd'hui. Et puis voilà, depuis plusieurs années, on prend la parole sur les questions de développement économique local, ce qui nous a amené aussi à nous poser des questions de résilience de nos économies à la faveur de la Covid. Je vais laisser Arnaud se présenter, puis peut-être compléter pourquoi Utopie s'intéresse à ces sujets de résilience et de développement économique local. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend suffisamment, je suis assez grand. C'est bon ? Ouais. Bonjour, enchanté. Donc, je m'appelle Arnaud Florentin, je suis directeur associé du cabinet Utopie, je suis économiste. Je contribue au sein du cabinet à travailler la question du local, en fait, qui est un horizon clé du développement durable, autant pour les entreprises que pour les territoires, depuis une grosse dizaine d'années maintenant. La question de la résilience, nous, on travaille dessus depuis fort longtemps, par rapport aux aléas climatiques notamment, mais pas seulement. Et cette crise du Covid, qui est intervenue, a été un accélérateur de cette question. Enfin, en tout cas, on a vraiment accéléré le traitement de cette question. Donc, ça a fait l'objet de la publication de cette note de position sur la résilience productive en mai, dont on va vous parler fin mai. Et cette question de la résilience productive est clé. Elle est clé parce que c'est comment on gère en fait les enjeux et les conséquences des impacts climatiques, sanitaires, mais c'est aussi un enjeu clé aussi sur le développement économique local et comment on fait le lien entre la transition écologique et le développement économique. Donc vous le verrez dans la deuxième partie de cette présentation, dans la façon dont on traite les nouveaux modèles économiques. Donc, je vais reposer ça. Donc la résilience productive, on a beaucoup utilisé le concept de résilience. Il y a beaucoup de papiers, beaucoup de publications qui sont sortis pendant les 2-3 mois du confinement et après sur la question de la résilience et de la résilience productive. Nous, on l'a défini de cette façon. Alors, de toute façon, par analogie, si on fait l'analogie avec les écosystèmes naturels, un écosystème résilient, c'est un écosystème qui est capable de résister, d'absorber et de retrouver une situation initiale, voire de l'améliorer suite à un choc. En matière de résilience productive, c'est par analogie à peu près la même chose, c'est-à-dire comment on peut résister, absorber et rétablir une situation avec un choc. Alors ça peut être un choc économique d'approvisionnement qui concerne les approvisionnements ou les débouchés, ce qu'on a connu, et être capable d'avoir un système économique qui assure l'approvisionnement d'une économie et de la demande des ménages, des entreprises ou des acteurs publics. Une fois qu'on a dit ça, la capacité d'être résilient repose sur 2 piliers. Le premier, c'est être capable de produire, ça va de soi,
Et le second pilier, donc, est d'être relativement autonome sur les produits. Et le second pilier, c'est celui vraiment qu'on a découvert ou redécouvert pendant le confinement, c'est la capacité à faire des sauts productifs. C'est-à-dire cette capacité à, en partant de ce qu'on sait déjà faire, à aller produire de nouveaux biens qu'on ne produit pas ou pas suffisamment, et qu'on est capable donc de faire ce saut productif. On l'a vu avec le gel, on l'a vu avec les masques, on l'a vu avec les respirateurs artificiels, on l'a vu avec beaucoup d'autres produits. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec beaucoup d'entreprises qui sont en train de réorienter leur production. Donc ça, ce sont vraiment les deux piliers de la résilience productive. Donc cette capacité à pouvoir produire de nouveaux biens ou suffisamment de biens parce qu'on est relativement autonome ou parce qu'on fait des sauts productifs. On a, donc dans cette étude, et donc qui a été reprise dans le journal Le Monde en fin mai, vers le 22 mai, je crois. Donc on a réalisé un dossier sur la résilience productive. On a évalué cette résilience productive par pays, par région. Puis on l'a aussi évalué sur d'autres départements, mais ça n'a pas été publié. Et donc on a vraiment cherché à regarder quelle est la capacité, à un moment T, dans un délai assez rapide, d'un territoire ou d'une région de produire un maximum de biens. Et donc, on a évalué 1240 produits et on a classé les pays. Et donc, la Chine arrive en tête, mais la Chine ne dépasse pas 50% de résilience. Ça veut dire que même la Chine n'est pas capable de produire plus de 50% des biens qui existent sur notre planète et dont on peut avoir besoin, enfin, les ménages, les entreprises ou les administrations publiques. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'Italie arrive deuxième, la France arrive troisième. La France, c'est très nettement désindustrialisée, on en a beaucoup entendu parler, mais la France jouit encore d'une certaine diversité économique et diversité industrielle. Elle produit encore plein de petites choses différentes. On y reviendra juste après. Ce qui est assez intéressant dans cette étude, donc on a vraiment regardé par produit, et on voit bien qu'il y a un enjeu de résilience. On voit bien que les pays, et on s'en est rendu compte, ne sont pas résilients, sont assez spécialisés dans certains produits, et face à un choc, alors qui est sanitaire, qui demain pourrait être climatique, pourrait être politique ou technologique, ne sont pas suffisamment résilients. La question de la résilience nous amène sur la façon de penser l'organisation économique. Et ce que la crise, ce qu'elle montre toujours, ce qu'elle a montré, ce qu'elle montre toujours, c'est la trop forte centralisation de notre économie, avec une production qui est concentrée, centralisée dans quelques parties du monde, et pas suffisamment décentralisée, voire distribuée. Et l'enjeu aujourd'hui de nos économies et de nos territoires est bien d'arriver à penser cette distribution de l'économie, une distribution, donc une atomisation des modes de production sur les territoires, travailler davantage les synergies locales, rapprocher l'offre et la demande, une meilleure hybridation, parce que l'idée n'est pas l'autarcie, mais une meilleure hybridation entre l'approche mondiale et les approches locales. Et puis surtout, et ça c'est un point important qui est beaucoup revenu des échanges que l'on a pu avoir ces derniers mois quand on parle de local, c'est la question du prix, de montrer en fait que l'économie distribuée peut être rentable et pas forcément plus chère à travers la réduction des coûts d'investissement, des coûts de stockage, des coûts de transport, et même d'ailleurs à travers la quatrième révolution industrielle, la robotisation, l'automatisation qui permet vraiment d'avoir une économie faible en coûts. Ça, c'est un des enjeux. C'est un des enjeux de la résilience, donc c'est un enjeu économique, et on le verra, c'est un enjeu qui fait vraiment le lien avec la transition écologique. Pour penser cette distribution de l'économie, on s'est tourné vers les travaux d'un économiste que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Ricardo Haussmann, qui je pense est nobélisable, qui est un économiste qui dirige le Growth Lab d'Harvard, l'université d'Harvard, et qui en fait, depuis 10 ans, réfléchit sur la façon de redéployer de la production sur les territoires et dans les pays. Et lui, il dit une chose très simple, je vous le présenterai après, il prend l'analogie de la forêt. Il dit une chose très simple, on ne peut pas, d'ailleurs ça rejoint le thème de la relocalisation, qui est assez complexe, qui est assez lourde, et on a vu qu'il a été plutôt un échec ces dernières années. Plutôt que partir sur une vision top-down, c'est plutôt de partir sur une approche bottom-up, de se dire on va partir de ce que sait faire le territoire, et petit à petit, par des sauts productifs, on va le diversifier, on va le complexifier. Et donc, il prend l'analogie des singes dans la forêt qui dit finalement, si on prend une grande forêt, on ne va pas pouvoir atteindre forcément l'arbre qui est très loin. On va aller d'arbre en arbre et on va y aller petit à petit. Et c'est quelque part ce qu'on a découvert avec cette crise, c'est cette capacité à produire plein de choses différentes en partant de ce qu'on sait déjà faire et pas en cherchant à plaquer des choses qui viennent de l'extérieur. Cette analogie, donc c'est l'analogie de la forêt, c'est ce que vous avez là. Alors ça, c'est les 1244 produits ou familles de produits qui existent dans le monde.
sur lesquels on a travaillé donc dans l'étude que je vous ai présentée juste avant. Ça, c'est une forêt, c'est une analogie que je trouve assez intéressante, et tous les points, ce sont des familles de produits, et plus une famille de produits est proche en termes de parenté productive, dans la manière de produire, dans le capital, dans les matériaux qu'on utilise, plus il y a une parenté, plus ils sont proches. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est d'utiliser cette approche-là pour se dire, bon, on va devoir distribuer l'économie, on va devoir diversifier les territoires pour être plus résilients. Partons de cette approche-là et essayons de cartographier les territoires avec cette approche-là. C'est ce que l'on a fait sur plusieurs territoires, bon, pour des territoires, mais aussi pour des entreprises, et on l'a fait très récemment pour un territoire qui est très intéressant, c'est l'île Maurice, je vais laisser la parole à Annabelle. L'île Maurice qui a vraiment souffert, encore plus que d'autres territoires. C'est un territoire insulaire, isolé, pour qui la question du local et la question du réenracinement de l'économie est juste vitale. Vitale encore plus économiquement, parce que leur devise est indexée encore plus qu'en France, et donc ils sont obligés de limiter certaines importations. Il y a beaucoup de produits qui ne viennent plus, il n'y a plus de touristes, ils souffrent aujourd'hui malheureusement d'une marée noire. Donc c'est un pays qui vraiment est en train de repenser sa résilience, alors qu'en fait, le miracle mauricien, parce que c'est un pays qui s'est fort développé, c'est basé sur un rayonnement international. Et là, ils sont en train de se dire comment on peut repartir de l'intérieur. Alors, hop. Merci. Donc oui, l'économie de l'île Maurice, on l'aime bien, et c'est une économie, comme disait Arnaud, qui est extrêmement dépendante des importations. On a à peu près 60% du PIB qui est composé d'importations, et le territoire est dépendant des importations sur des secteurs hyper stratégiques comme l'énergie, avec un mix énergétique qui est essentiellement composé de charbon, de pétrole, mais également le secteur des machines, équipements, secteur de la chimie, et même sur le secteur agroalimentaire où il y a quand même une production locale, il y a quand même énormément d'exportations et d'importations très fortes, même sur des biens qui peuvent être intuitivement produits sur le territoire comme de la pêche ou des produits agricoles. Donc là, si vous avez la forêt productive actuelle de l'île Maurice. Donc quand vous avez des points rouges, ça veut dire qu'il y a une famille de produits qui est effectivement déjà en place sur l'île. Donc vous avez un peu la répartition aujourd'hui de la production mauricienne sur l'ensemble de la forêt, où on vous a remis les grands secteurs. Donc on voit qu'on a de la production agricole et agroalimentaire, un peu de textile, un peu de métallurgie, un petit peu d'électronique, mais c'est à la fois peu dense et peu concentré. Et donc ce qu'on allait voir, c'est quel était l'espace productif potentiel. Et donc là, on voit que potentiellement, on pourrait avoir à la fois beaucoup plus de points et aussi une couverture beaucoup plus large des secteurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir une plus grande production en local, mais aussi une plus grande diversité économique. C'est ce que disait Arnaud sur le fait qu'on a un tissu productif plus diversifié. Donc on va pouvoir aller trouver de la production au sein de secteurs qui sont déjà là. Donc dans agriculture et agroalimentaire, vous voyez qu'on peut retrouver d'autres productions. Sur l'exemple de la glace dont on parlait tout à l'heure, il y a des sauts à faire au sein du secteur agroalimentaire. Et après, on peut avoir des sauts entre des secteurs différents, entre des familles différentes, entre le secteur agricole et agroalimentaire évidemment, mais aussi entre le packaging et le secteur agroalimentaire, et de façon peut-être moins intuitive, entre la cosmétique ou de la chimie et de l'agroalimentaire, ou encore les secteurs qui n'existaient beaucoup moins, typiquement électronique, en s'appuyant sur la métallurgie. Et donc là, on peut avoir en fait une couverture beaucoup plus intéressante et une résilience économique beaucoup plus forte. Peut-être Arnaud, on peut aller sur la slide d'après. Où au final, on arrive à couvrir environ 10% des principales familles qui représentent les plus gros postes d'importation de l'île, en ayant cette approche de saut productif. Donc on arrive au final, si on fait une analyse vraiment du tissu économique mauricien avec cette approche, à 3 grandes typologies de familles. Des familles où on sait qu'on va pouvoir renforcer la production locale. Typiquement, c'est tout ce qui est le secteur textile, les céréales, les emballages carton, les produits nettoyants. Bon, on rentre dans le détail, mais c'est intéressant d'avoir des vrais chiffres. Où là, il y a une production locale, mais en fait, elle est orientée à l'export. Et c'est pas forcément des produits à haute valeur ajoutée, donc ils mériteraient d'être plutôt en local, réorientés en local. Une autre typologie de famille où on sent qu'on va pouvoir aller les chercher en diversifiant assez facilement le tissu productif actuel, en faisant les sauts productifs. Et on peut arriver sur le travail du cuir, le fait de surgeler le poisson, alors que c'est 75% d'importation aujourd'hui sur le poisson à Maurice. Aller sur des secteurs de transformation agroalimentaire comme les sauces, l'assaisonnement.
Et puis aller sur des produits où là, il y aurait aussi peut-être un potentiel à l'export avec des produits qui ont une plus haute complexité et du coup un potentiel de différenciation plus fort, au moins à l'échelle de la zone océan Indien. Parce que l'idée, c'est pas forcément de construire des économies autarciques et repliées sur elles-mêmes, c'est aussi de repenser comment on peut avoir une exportation de qualité. Et là, on peut aller sur les secteurs de la joaillerie, du médicament ou de la machinerie de précision. Et puis, on a des familles où on sent qu'on ne peut pas faire de saut productif, typiquement sur l'énergie. On ne peut pas produire du pétrole à partir d'autres choses. Et donc là, il va falloir avoir des approches, pour le coup, de substitution sur l'énergie, d'avoir la production d'ENR. Et on a vu, en regardant en détail le métabolisme mauricien, qu'on pouvait produire des équipements nécessaires à la production d'ENR, les pales d'éoliennes, des équipements pour les usines marémotrices ou que sais-je. Et puis avoir des nouvelles solutions productives, on va vous les montrer tout à l'heure, qui sont plus petites pour avoir de la microproduction de pièces automobiles, d'instruments de précision, parce qu'il y a une énorme dépendance, notamment à la production de voitures, de navires et d'avions. Et là encore, avec toutes les dynamiques d'économie circulaire qui peuvent se mettre en place, on peut arriver à réduire cette dépendance aux importations de l'île Maurice. Voilà un peu l'exemple de comment on peut appliquer le concept de résilience sur une économie territoriale. Après, une fois qu'on a ces données-là, on arrive quand même à... On a compris le problème, mais pour pouvoir faire basculer le système, il va falloir appuyer sur ces points d'acupuncture qu'on a vus, c'est-à-dire il y a des filières qu'on peut faire bouger. Après, il va falloir quand même lever 3 grands freins, qui sont le fait qu'aujourd'hui, on manque de producteurs locaux, donc il va falloir les faire émerger, et ça peut être le rôle des territoires, évidemment, mais aussi le rôle des entreprises, des grands groupes ou des plus petits, pour évidemment faire de l'innovation, de l'incubation, mais aussi peut-être créer des franchises de microproducteurs, d'aller apporter de l'outil production au plus près des producteurs. Enfin, toute cette dynamique de faire émerger ces producteurs qui n'existent pas et qui ne vont pas apparaître par magie demain. Le fait qu'on sent qu'on manque de plateformes ou d'interfaçage pour faire émerger ces nouvelles filières qui changent la façon dont on pense les chaînes de valeur. Et donc, c'est de l'interface logistique, c'est de l'interface commerciale, c'est de l'interface qu'on peut avoir avec la révolution industrielle 4.0, avec la blockchain, donc des nouvelles façons de vendre, d'acheter, de distribuer. Et puis, on sent qu'il faut aussi des acteurs qui prennent le lead au sein de chaque filière, comme on l'a vu là sur l'exemple mauricien. Et donc ça pose vraiment la question de la coopération entre les entreprises et les territoires, parce qu'il y a forcément un petit travail de planification qui est peut-être plus du ressort des territoires, et en même temps, il y a un travail de co-investissement et de co-design de cette planification qui est du ressort des entreprises. Et donc, pour une entreprise, parce que c'est plutôt ce qu'on voulait aborder aujourd'hui, travailler sa résilience productive, c'est vraiment dépasser les stratégies classiques de local, de marque locale, et c'est vraiment repenser sa forêt productive, parce que c'est aussi une question de résilience de l'entreprise en tant que telle, puisque la question de résilience peut aussi s'appliquer à la politique d'achat d'une entreprise, on va le revoir tout à l'heure. Après, pour nous, ça présente aussi une formidable occasion d'innover. Il y a énormément d'opportunités pour imaginer de nouveaux modèles économiques et servir cette résilience que l'on appelle de nos voeux. Donc, ce qu'on voulait vous présenter, c'était un panorama un peu de tous les nouveaux modèles économiques qu'on sent émerger et qui interpellent vos entreprises, vos territoires. Et puis, l'idée, peut-être à la fin de l'atelier, c'est de voir s'il y a des modèles économiques qui vous parlent plus que d'autres, si on a un petit peu de temps. Ok. Premier exemple, c'est le fait qu'aujourd'hui, on peut produire autrement avec l'émergence depuis 3-5 ans de solutions de production industrielle sous forme de containers. Donc l'idée, c'est vraiment de repartir de l'approche Lego du container qui est hyper robuste, hyper modulaire, qui est standardisable, qui peut se plugger un peu partout sur des chaînes industrielles existantes ou sur de la petite production qui peut aller en ville ou sur des friches industrielles. Et ça permet d'avoir une nouvelle approche de l'urbanisme économique, de la production industrielle, de façon beaucoup plus agile. Et on a vu tout à l'heure avec Arnaud le fait qu'il fallait pouvoir agir rapidement pour renforcer cette résilience. On a vu plein d'exemples de microproduction émerger. Ça peut être du recyclage, comme le propose MTB, qui fait du recyclage in situ, donc avec des modules qui se pluguent sur des chaînes industrielles et qui peuvent ensuite être mutualisées à l'échelle d'un territoire, puisqu'elles sont également mobiles. Donc là, en l'occurrence, c'est du recyclage de câbles et de métaux, donc hyper précieux, notamment sur les secteurs métallurgie et électrique.
juste pour compléter sur donc c'est l'approche qu'on appelle plug and play. On a donné pas mal d'exemples dans cette étude, donc on peut télécharger sur le site. Je l'ai pas dit tout à l'heure. Elle est hyper intéressante cette approche plug and play parce que quand on parle de local, donc quand on travaille sur les importations, on utilise le terme de fuite économique et qu'on cherche à trouver des solutions locales pour répondre à cette demande locale qui sort du territoire. Le concept de relocalisation d'une grosse usine, d'un gros site ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir des outils productifs qui viennent sur le territoire et qui sont capables de s'adapter à la taille du territoire. Et ces approches dites plug and play, donc vous verrez, il y a énormément de solutions dans tous les domaines, ont cette capacité à vraiment venir donc, se plugger sur des sites existants, donc une usine qui peut avoir une unité de recyclage des matériaux, des plastiques. Donc d'une part, ça permet de répondre à un besoin local, mais ça permet aussi de créer de nouvelles connexions, les seaux dont on a parlé juste avant. On peut plugger des choses sur une exploitation agricole, un hôtel. Donc nous, à l'île Maurice, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ils ne peuvent pas attirer des grands sites industriels, ils ne peuvent pas relocaliser. Eux, ça les fait rire. Quand on parle de relocalisation, c'est localiser. Et donc, en fait, le concept, c'est de se dire, mais comment on peut faire venir très vite des unités qui vont travailler le recyclage, le gaspillage. Et là, c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, la localisation ou le redéploiement productif passe forcément par des nouveaux modèles économiques et les approches plug and play sont hyper intéressantes et sont loin d'être des approches cheap, c'est-à-dire c'est des conteneurs mais qui sont dans 80% des cas bourrés de technologie. C'est des outils qui sont vraiment liés à la 4e révolution industrielle et on peut faire énormément de choses avec ça. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment se mettre à l'échelle du territoire et ça fait le lien avec la deuxième approche. Je te laisse. Oui, et donc on peut avoir de nouveaux modèles de production. Donc là, on vous a donné exemple. Il y a beaucoup d'exemples dans l'agroalimentaire qu'on avait présenté aussi hier pour ceux qui étaient présents à l'atelier résilience alimentaire. Mais le message est un peu différent. Là, l'idée, c'est de montrer qu'on peut aller aujourd'hui, et il faut, pour faire émerger ces producteurs dont on parlait tout à l'heure, à les outiller au plus près du lieu de production. Donc là, on a plusieurs exemples, notamment avec un système container. Le Modulab, qui est un abattoir mobile qui permet d'aller auprès des éleveurs et des artisans bouchers locaux pour leur donner l'outil de production sur site, avec en plus une action sur les conditions de vie et d'abattage des animaux. Le Mobigaz, qui est un exemple de container où là c'est de la méthanisation sur site agricole. Il y a plein de solutions de méthanisation. Là, l'avantage c'est que c'est modulaire et du coup ça s'adapte à la taille de l'exploitation. Mais évidemment, il y a plein de démarches sur la production énergétique en exploitation agricole. La Mémer, qui est un super exemple de glace en circuit court, bio et équitable, qui a été développé par Arnaud Montebourg, où l'idée c'est d'aller équiper des producteurs de lait de sorbetières à la ferme pour leur donner en fait l'étape d'après, qui est la transformation du lait en glace, qui est une étape hyper créatrice de valeur. Donc l'idée c'est d'avoir la production de glace avec un achat. En fait, du coup, c'est un actionnariat multiple où il y a une part de l'actionnariat qui est pris par la Mémer et quand même 51% au moins de l'actionnariat qui est gardé par l'agriculteur, avec un achat du prix du litre qui est 30 centimes plus cher que le prix moyen du marché, et puis l'engagement de créer un minima 2 contrats à temps plein sur l'exploitation via cette nouvelle activité. Et donc, il y a les questions là qui arrivent sur le fait qu'il faut aussi distribuer le capital industriel. Là, c'est des exemples où il y a un actionnariat partagé, mais il y a quand même une part du capital industriel rajouté qui est aussi pour l'agriculteur, avec du coup la valeur économique créée qui lui revient. Un autre exemple, c'est plutôt dans la dynamique des villes fabricantes et des makers, c'est qu'on peut aussi aller imaginer de la production en ville et de l'outillage des entrepreneurs en ville. Donc là, on vous a donné 2 exemples. Il y a Freight Farms, c'est de l'agriculture urbaine en container. Ce qui est intéressant là, c'est qu'ils ont vraiment une approche hyper standardisée de ces containers d'agriculture, avec une formation en fait des personnes intéressées et puis l'animation d'une communauté. Donc là aussi, on fait émerger des agriculteurs locaux en ville, avec les questions que ça peut poser, mais c'est plutôt le modèle qui est intéressant. Et puis là, au-dessus, vous avez l'exemple de Brooklyn Foodworks, c'est un incubateur de start-up agroalimentaire qui a été lancé à Brooklyn il y a maintenant 5 ans, je crois, qui offre plus de 100 mètres carrés, un peu plus. Tu étais allé visiter, je crois. Beaucoup plus. 100 000 plutôt. Non, ils sont... 1000 Bon, une grosse surface. Ils accueillent 200 à 300... entrepreneur food. Ouais. Donc avec un prix assez modique qui leur permet d'avoir accès à des laboratoires, à des machines de transformation et à du coaching. Et l'idée, c'est de faire émerger des startups agroalimentaires dont certaines, évidemment, marchent et ont beaucoup de succès. Donc voilà, il y a plein d'approches pour aller faire émerger ces producteurs locaux dont on a vu que c'était un des freins tout à l'heure.
Ce qui est hyper intéressant, en fait, on travaille, nous, sur un concept depuis plusieurs années, on accompagne les grandes entreprises sur le concept de polliniser, le fait de se dire que soutenir d'autres entrepreneurs, faire évoluer son modèle économique, ne pas être forcément un producteur, mais aider d'autres à produire. Là, on a des acteurs qui développent des solutions, qui vont équiper, qui vont créer des franchises, des micro-franchises, et qui, finalement, d'ailleurs, on a parfois des grands acteurs derrière. D'ailleurs, sur, par exemple, le fait d'équiper les exploitants et de produire des yaourts ou des crèmes glacées en exploitation, de gros acteurs vont y venir. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'on change le modèle économique et on fait changer le modèle économique des grands acteurs ou des plus petits. Soutenir d'autres acteurs peut être en soi un modèle économique. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, ce que nous appelle la pollinisation. D'ailleurs, on avait écrit un rapport dessus il y a quelques années. N'empêche que il y a quand même un petit enjeu aussi à reproduire différemment et arriver à produire sur nos territoires, notamment en ville. C'est un sujet. Alors, là aussi, on avait écrit une note de position sur la ville fabricante il y a 2 ans, sur les villes productives et l'importance de ramener de la production en ville. Pas forcément faire des villes 100% autonomes, mais d'arriver à être à 5, 10, 15% d'autonomie fabricante. Là, aujourd'hui, on a 1 ou 2%. Donc, tu l'as dit hier sur l'alimentation, on a moins de 2%. Donc ça veut dire qu'il faut transformer. Il faut transformer en ville, arriver à avoir des nouvelles formes de production. Là, vous avez Untos This Last. Donc c'est un concept de magasin et avec une mini-usine derrière, donc qui a été développé par un Français. C'est basé à Londres et c'est en train ils sont en réflexion pour développer ça dans d'autres villes. C'est un concept qui est génial. En fait, c'est à mi-chemin entre le toyotisme et Ikea. Et en fait, ils arrivent à produire en ville des meubles qui sont pas forcément excessifs en termes de prix, avec un système de lean manufacturing, économie de temps, des coûts, etc. Et beaucoup d'observateurs sont déjà venus voir les machines, les process. Donc c'est vraiment un atelier, une boutique à la demande et c'est personnalisé. Et on peut aujourd'hui arriver à produire à des coûts limités, donc notamment dans les villes. Donc là, c'est en plein centre de Londres. Donc, tu laisses celui-là ? Ouais, un autre exemple, c'est comment on peut regrouper, interfacer la production, un peu dans l'esprit d'Untos This Last, mais bon, c'est différent. C'est Opendesk, qui est un réseau de microproducteurs sous contrat. Opendesk, en fait, là aussi, c'est de la production de mobilier, design les meubles en les pensant adaptés à de la production numérique. Et ensuite transfère les compétences à un réseau de microproducteurs qui vont être en fait sollicités via la plateforme. Dès qu'une commande est passée chez Opendesk, c'est le microproducteur le plus proche qui va prendre à sa charge la production. Et donc, on a une production beaucoup plus locale, avec du coup moins d'enjeux sur les approvisionnements logistiques, les coûts de stockage, évidemment. Donc, ça permet aussi de repenser la géographie productive, mais dans le sens propre du terme, là, de vraiment tout le maillage logistique et toutes les contraintes que ça pose en termes de pollution de l'air, de congestion urbaine et d'espace. On a vraiment, là encore, l'exemple de la digitalisation qui permet d'avoir de nouvelles organisations des flux. Un autre exemple dans l'agroalimentaire, c'est tout près d'ici, qui est une marque, en fait, une marque ombrelle, qui a derrière elle tout un réseau d'agriculteurs qui apporte du coup le label de qualité, la marque, et qui met en relation via sa plateforme des producteurs et des consommateurs. Les consommateurs finaux pouvant être des particuliers, mais ce qui est surtout visé, c'est la grande distribution ou la distribution de taille moyenne, avec l'idée de faire arriver dans les rayonnages des producteurs locaux dans l'ensemble de la France. Donc là, on a aussi un rôle d'interfaçage via une plateforme sur le secteur agroalimentaire. D'autres exemples, si on va encore plus loin, c'est le cloud manufacturing. On a, comme pour Opendesk, l'idée de produire à la demande en micro-usinage des produits qui ont été pensés au global. Sauf que là, la différence, on va un peu plus loin, où on a même la création et le design qui est collaboratif. Un bon exemple, c'est celui de Local Motors, qui permet... qui a choisi, donc une industrie automobile qui a choisi dès le départ d'être en production distribuée sur les territoires, et donc qui a investi dans 4 grandes villes des États-Unis avec des micro-usines, et qui permet du coup d'avoir des temps de prototypage et de sortir des nouveaux modèles en un temps beaucoup plus réduit. La moyenne, c'est 3 ans, là c'est 2 ans, avec une conception qui est partagée. Donc là, en l'occurrence, je crois qu'il y avait 50 000 personnes pour le dernier modèle qui ont participé à la création des plans. Et après, c'est développé en micro-usine, avec ce qu'on disait tout à l'heure, sous forme de conteneurs, du micro-usinage pour certaines pièces électroniques, et puis des usines un peu plus grandes, mais mobiles, pour la production de toutes les pièces détachées et pour l'assemblage.
Donc voilà, une autre façon de penser une industrie qui est pourtant considérée comme très lourde, très consommatrice de foncier, très inerte, de façon hyper mobile. Et puis le dernier exemple, c'est le côté désintermédiation, et ça peut peut-être répondre à des questions posées dans la salle sur le fait qu'aujourd'hui, l'économie distribuée demande de repenser aussi l'accès au capital productif ou le capitalisme de propriété. Le fait que l'émergence de la blockchain permet de faire de la désintermédiation. On l'a vu sur l'énergie avec les systèmes de smart grid. On l'a aussi sur des choses peut-être moins intuitives sur l'accès aux fonciers agricoles. Donc là, c'est l'exemple de Demeter, où vous pouvez avoir accès à 1/100 d'une parcelle agricole, par exemple, acquérir vous-même une part du foncier agricole, être rétribué sur les revenus générés par cette exploitation agricole en direct. Donc on peut, via la blockchain, tout n'est pas rose, mais en tout cas, ça rebat les cartes aussi de l'accès au capital industriel et au capital productif. Bon, ça ouvre plein de questions, mais... Les exemples qu'on a là, en fait, c'est comment les marques, et alors, il y a des petits acteurs, mais il y en a aussi des très gros, deviennent des agrégateurs. En fait, on a une économie distribuée, donc on a une espèce d'oracle, un acteur en qui on peut avoir confiance, donc une marque, mais qui passe vraiment de cette marque je produis, où je me fournis, où j'achète dans des usines, à j'ai un rôle d'agrégateur et je vais organiser la production de manière distribuée. Ça, c'est quelque chose qui est une énorme tendance. Il y a plein d'autres exemples, mais effectivement, devenir une marque ombrelle, mais en offrant des services équipés, on l'a vu juste avant. Mais c'est assez intéressant la question sur le fait que ça soit compatible avec le capitalisme aujourd'hui. Je pense que c'est une forme de transformation du capitalisme et de la manière dont le capital est réparti et le rôle en fait des marques et des grands acteurs, sachant que leur rôle, on l'a vu tout à l'heure, donc je le disais, est de polliniser, d'aller soutenir. Donc là, je peux te laisser la parole si tu veux dessus. Oui, je voulais me reposer, mais non, ça laisse. Là, vous avez l'exemple parce qu'on a beaucoup parlé plutôt d'entreprises industrielles. Nos entreprises de services peuvent aussi jouer un rôle. Donc sur la pollinisation, on a l'exemple qu'on aime bien du Crédit Agricole Finistère. Donc là, évidemment, il y a un rôle auprès des banques pour prendre de nouveaux risques, mesurer autrement le risque d'investissement, apporter des solutions de financement à des filières qui peinent à émerger ou à des petits producteurs, et puis à dédier des fonds d'investissement régionaux, comme ça a été déjà le cas dans d'autres régions, pour faire émerger de nouvelles filières. Donc l'exemple du Crédit Agricole Finistère est parti du constat que l'économie de la mer, c'est à peu près 10% du PIB national contre 4% pour l'automobile, et qu'il n'y avait aucun produit dédié à la mer au sein de cette banque et même au sein des autres. Donc ils ont décidé de développer toute une approche en considérant la mer comme une filière à laquelle il fallait dédier une offre. Donc en considérant évidemment le nautisme, mais aussi les infrastructures portuaires, les énergies marines, toute la dimension pharma, cosméto autour des algues, les biotechnologies, évidemment le secteur de la pêche, et puis sécurité maritime. Donc en fait, on a une grande diversité de secteurs qui ont tous pour, on va dire, point commun de se rattacher à l'économie maritime. Donc ils ont développé tout un système d'accompagnement au quotidien avec des conseillers dédiés. Ils ont construit des partenariats avec des acteurs déjà réputés de la R&D, du tourisme, du nautisme, pour aller plus loin dans les projets notamment d'innovation. Et puis il y a des offres dédiées au financement et à l'investissement, je ne vais pas vous donner le détail, mais qui prennent en compte les spécificités typiquement du nautisme, le fait qu'il y a des assurances différentes pour un bateau que pour une voiture, et ça je peux vous le donner à l'infini sur le sujet énergie marine et tout ça. Donc il y a également beaucoup de financement à l'innovation. Et ça a été lancé en 2014-2015. Et je me disais, quand on avait échangé avec eux, c'était un vrai succès, qu'il y avait un doublement des parts du marché en 3-4 ans. Donc ça marche en plus. C'est-à-dire que quand on se dit qu'on s'intéresse à une filière et on veut la faire émerger, en faisant un sujet de business, on peut faire émerger véritablement de nouvelles filières et créer de la valeur sur le territoire. Alors, je vais reprendre la main. Donc on a parlé de saut productif, on a beaucoup parlé d'ailleurs. Ce qui est assez intéressant, c'est si on implémente cette approche-là au niveau des entreprises, il y a un énorme enjeu aujourd'hui à bien comprendre sa forêt productive, voir ce que l'on peut faire. Il y a quelque chose d'assez intéressant par exemple, autour de l'écologie industrielle qui a quand même émergé depuis 15-20 ans, mais en même temps on voit qu'elle est assez freinée par cette approche déchet, un peu passive.
Et ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, dans son écosystème, quels sont les acteurs qui sont autour et quel type de partenariat je peux développer avec eux, quel type de saut productif je peux faire. Alors j'en ai mis un, parce qu'en fait je trouve ça intéressant. Donc vous avez aujourd'hui la folie des vélos, hein, vous avez un taux de croissance important, beaucoup de marques, de nouvelles marques comme Angel Bike, qui est assez, dont on parle beaucoup, mais il y en a d'autres. Ce qui est assez intéressant, c'est que Angel Bike en fait va être produit en France dans une usine qui produisait des friteuses, qui produit toujours des friteuses, je présume, et qui est donc située en Côte d'Or, je crois. Et et donc ça nécessite aussi donc un vélo et des batteries. Et en fait, quand on regarde l'espace productif, il n'y a pas de hasard. En fait, ce sont des produits, donc vous le voyez avec les 3 flèches, ce sont des produits qui sont assez proches les uns des autres en termes dans les matériaux, dans les compétences électroniques, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette analyse-là est très intéressante. On peut arriver à produire des choses sur nos territoires, on peut arriver à faire des sauts productifs. Et toutes les entreprises, alors c'est une question qui se pose parce que beaucoup d'entreprises, heureusement, vivent quand même bien dans cette crise où risquent quand même de survivre, mais il y a quand même des secteurs d'activité, prendre l'aéronautique ou d'autres, qui souffrent vraiment aujourd'hui et qui sont vraiment dans cette réflexion des sauts productifs. Qu'est-ce que je peux faire ? Et je pense, et on pense, c'est ce qu'on commence à faire avec certains acteurs, c'est qu'il y a vraiment un renouvellement de ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. C'est une nouvelle façon d'entrevoir son espace productif et voir ce que l'on peut produire, de la coproduction, des nouveaux partenariats, etc. Et surtout de la diversification des modèles économiques. Ça, c'est un point. Ça, c'est du côté des débouchés. Et puis, du côté des approvisionnements, il y a aussi un travail qui est très intéressant. Il y a la problématique du double sourcing qui est apparue ces dernières semaines. Alors, elle existait déjà, mais elle est vraiment mise sur le devant de la scène. Donc, le double sourcing, c'est de se dire, on ne va pas complètement remettre en cause les chaînes de valeur mondiales. Ça serait un petit peu utopique de se dire qu'à un moment donné, on n'arriverait pas à tout relocaliser. Cependant, il y a quand même quelque chose à prendre dedans. Et là, en l'occurrence, Utopie permet d'avancer, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas... sur 5, 10, 15%, pas plus, des approvisionnements, donc soit des approvisionnements stratégiques, soit sur une grande partie des approvisionnements, imaginer des solutions plus locales, plus régionales, en tout cas plus proches. Et aujourd'hui, il y a toute une réflexion qui est en train d'émerger sur comment, en tant qu'acteur, notamment industriel ou marque, je peux réenraciner, redévelopper des filières à côté, mais sur 5-10%, en développant par exemple un challenge 10%, c'est-à-dire sur son territoire, donc ça peut être une région ou un pays, d'identifier tous les acteurs, ou les territoires déjà, qui sont les plus à même de répondre et de devenir fournisseurs. Donc là, par exemple, c'est un travail qui a été fait sur les médicaments, un type de médicament d'ailleurs particulier, de se dire finalement quels sont les pays où on peut créer une chaîne de valeur qui aujourd'hui n'existe pas, aller dans ces pays, aller trouver les fournisseurs, leur proposer un challenge, des appels à projets. Enfin, c'est quelque chose que beaucoup de territoires sur lesquels beaucoup de territoires travaillent, et aussi des entreprises qui se disent mais je dois relocaliser des filières. Bon, d'ailleurs, si vous regardez le plan de relance, il y a vraiment un appel sur la relocalisation, alors le terme, mais le réenracinement de filières industrielles. On n'arrivera pas, soit on relocalise, c'est-à-dire des activités mais qui ont sûrement déjà été présentes. Et je dirais qu'on pourrait arriver à 10 ou 15% de l'objectif, mais les 80% restants, ça va être de travailler sur l'existant. Quelles sont les capacités productives sur le territoire et comment, en partant du territoire, on peut y arriver. C'est ça qui est assez intéressant. Donc là, il y a aussi un changement de paradigme. On n'est plus simplement acheteur, on est vraiment développeur de filières. On va vraiment scorer les territoires, regarder quels sont les acteurs, aller les voir et leur demander de devenir fournisseurs et puis voilà, travailler avec eux. Donc il y a déjà des choses qui ont été faites par le passé, mais je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme. Voilà. Je te laisse, tu veux... Il y a des questions ? On va conclure, ouais, peut-être. On voulait prendre un petit temps d'échange avec vous, comme il nous reste à peine 5-6 minutes. Il y a déjà une question à laquelle je peux répondre qui demande le rôle des collectivités pour mettre en place ces nouveaux modèles. La question, c'est aussi à quelle échelle d'action on doit se positionner. Alors, dans les différents territoires qu'on accompagne, l'échelle de la collectivité en tant que telle, alors la commune, ça va être peut-être un peu petit, mais on a vu des bonnes dynamiques d'ancrage local, de renforcement de la résilience à l'échelle de métropole et de région, ça peut faire sens. C'est un peu ce qu'on disait hier sur le sujet résilience alimentaire, c'est qu'il faut s'appuyer aussi sur les compétences de la collectivité.
En l'occurrence, à partir de l'échelle métropolitaine, on a déjà des compétences qui permettent d'avoir plusieurs rôles. Si on parle de rôle, évidemment, il y a le rôle d'animateur qui est déjà celui qu'il y a sur les stratégies climat, mais dont on voit les limites, qui est de remettre ensemble des entreprises, des citoyens, pour prendre des engagements sur une vision long terme du territoire. Il y a aussi le fait de mobiliser les compétences d'aménagement, parce qu'on a vu que faire émerger cette nouvelle forêt productive, c'est de nouveaux investissements logistiques, c'est de nouveaux arbitrages fonciers, c'est une autre façon de passer l'urbanisme commercial. Donc là, on arrive vraiment sur les compétences de la collectivité en termes de planification du foncier, de mise en place de synergies industrielles, comme c'est le cas de l'écologie industrielle, et puis de planification, notamment logistique. Et puis on a d'autres rôles qui peuvent être en effet du financement. On a vu des collectivités dédiées, des fonds de financement à la transition et au soutien des filières. Et sur le bon niveau d'échelle, nous ce qu'on voit, c'est que évidemment là il y a des réflexions au niveau national qui se mettent en place. Après il y a toujours justement le tissu productif local qu'on illustrait tout à l'heure pour Maurice, qu'il faut vraiment prendre en compte pour garder la spécificité du territoire. On ne va pas avoir un plan alpha qu'on va pouvoir décliner sur l'ensemble des métropoles ou des régions françaises. Mais en effet, plusieurs rôles possibles pour les collectivités, animateurs, coordinateurs, planificateurs, investisseurs. Et ça rebat les cartes aussi des rôles, notamment des agences, enfin des équipes de développement économique, de développement durable dans les collectivités, et c'est passionnant. Et les acteurs du foncier aussi. En fait, il y a un gros enjeu sur le foncier, les friches industrielles, la création de hubs productifs. On parlait d'écologie industrielle. Enfin, la notion de hub productif est très la façon de repenser le foncier, des approches plus associatives, plus collaboratives, et de ne pas se limiter à avoir une zone d'activité et un club qui l'anime. En fait, il y a vraiment beaucoup de potentiel autour de ça. Non, la métropole reste quand même l'acteur. La métropole, le couple métropole plus région, mais les métropoles ont quand même un gros... Parce qu'en fait, sur la compétence foncière, elles l'ont, la compétence économique, elles l'ont, elles dynamisent souvent les approches écologie industrielle, donc en fait, c'est quand même les bons... Économie circulaire Économie aussi. Circulaire, ouais. Après, il y a une question qui est liée, c'est la coordination entre entreprises et territoires, et est-ce que ça se régule Nous, c'est un peu ce qu'on appelle de nos voeux à chaque fois, c'est qu'on voit en accompagnant à la fois les entreprises dans leur stratégie d'ancrage et les territoires dans leur stratégie de transition, on voit qu'il y a matière à faire plus d'interfaces et plus de collaboration, peut-être en s'appuyant sur des données économiques qui permettent de vraiment voir les dynamiques en place. Mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément de cadre établi et très satisfaisant. On va avoir des dynamiques de filières locales, d'acteurs dans l'agroalimentaire, dans d'autres. On pourra en trouver sur l'énergie, sur la transition énergétique. Ça demande un nouveau maillage aussi territorial. C'est le cas GRDF qu'on accompagne, mais il y en a d'autres. Mais il n'y a pas aujourd'hui de cadre et c'est vraiment une dynamique de nouvelle collaboration entre entreprises et territoires qui se cherchent encore. Si je veux compléter. Souvent, quand on parle de résilience ou de relocalisation, ces fameux mots-là, beaucoup d'entreprises nous disent c'est le boulot du territoire. Et puis quand on discute avec les acteurs locaux, on nous dit on attend un peu plus des entreprises. Moi, je pense qu'il va changer pour les entreprises, c'est quand on va considérer, et c'est un peu le cas maintenant, mais la résilience comme un outil de transformation. C'est un outil de transformation des modèles économiques, c'est un outil de résilience donc, qui permet d'affronter d'autres crises. Donc c'est quelque chose qui va vraiment être intégré aux entreprises. Et les territoires auront, je pense, un énorme rôle pour accompagner ça. Mais moi, je crois beaucoup, j'ai parlé d'écologie industrielle, mais 2.0, 3.0, j'y crois beaucoup, parce que je pense qu'en fait, il y a de nouvelles approches, une approche plutôt débouchée qu'une approche pas seulement déchet. Ça, c'est un point important. Les nouvelles approches d'urbanisme, c'est-à-dire, nous, depuis le confinement et l'après, on a énormément discuté avec des aménageurs, des urbanistes qui nous disent on redécouvre la question productive, donc il va falloir, on va nous demander, les élus nous demandent de remettre de la production dans les villes, donc il va falloir qu'on travaille. Donc là, il va forcément y avoir des appels à projets, des choses qui vont permettre de travailler différemment que les entreprises. C'est déjà le cas dans l'immobilier, il y a déjà des choses de fait. Donc là, il va falloir qu'il y ait un travail en commun. Il y en a d'autres ? Il nous reste 2 minutes. C'est un temps précieux. Oui ? Vous voulez... allez-y, oui, posez la question. Ah non, c'est pas grave. Les matières premières que vous avez identifiées dans le maillage du territoire, avec l'image de la forêt, justement, moi, je n'ai pas réussi à identifier les potentiels pour la construction. Il y avait du bois, mais on ne sait pas trop si associé à ça. Il y a un minéraux.
Maurice, j'avais vraiment pas tout mis, c'était pas pour pas alourdir. Mais pour celle-ci, ça va être dans produits minéraux et pierres et verre. C'est ce qui est jaune, enfin jaune-orangé. Il y a plein de classifications, mais tout est dedans. Tout est... En fait, ce qui est assez intéressant, c'est de... Ouais, on n'a pas tout détaillé, mais le cadre méthodologique. Alors d'ailleurs, on travaille nous dessus et on a aussi un partenariat avec 2-3 universités sur le développement d'un outil qui pourrait être mis à disposition des territoires d'ici quelques mois, un an, donc qui vraiment travaille sur cette question d'espace productif, une espèce de Tinder de l'industrie, c'est-à-dire vraiment mettre en relation les acteurs industriels sur les territoires, de se dire il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est un cadre qu'on aime beaucoup parce qu'en fait, si on se dit, là aujourd'hui, voilà, l'île Maurice est là, il y a des choses que l'on peut faire en mobilisant plusieurs acteurs ou en faisant un saut productif en partant d'un acteur, puis il y a des choses qu'on ne pourra pas, il y a des points blancs qui sont tout au bout, qui sont inaccessibles, et c'est là que les approches plug and play, parce que finalement, il n'y a pas d'autre approche. Quand vous dites, dans le mix énergétique de l'île Maurice, c'est un énorme enjeu. D'ailleurs, malheureusement, la marée noire a mis en évidence cette énorme dépendance, encore que ce n'est même pas pour fournir l'île Maurice, d'ailleurs. Mais il y a vraiment un énorme enjeu de se dire mais comment on peut faire de l'injection de solutions productives. Donc l'approche plug and play, qui n'est pas qu'en conteneur, mais est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de points blancs sur lesquels on n'arrivera pas à trouver de solution, et y compris dans les matières premières que vous citiez, il y aura pas, les sous-productifs ne feront pas tout. Mais voilà, ça se développe beaucoup et voilà, je pense que c'est un cadre intéressant. Ouais. Bien sûr. Oui, de stockage, de transformation. Encore qu'il était... Bien sûr. Mais ce qui est assez on ne l'a pas présenté là, mais ce qui est assez intéressant, c'est que parfois on identifie un produit et on va voir qu'il y a 30 ou 40 connexions sur le territoire. Parce que certains utilisent les mêmes matériaux, donc on pourrait avoir du recyclage, certains utilisent les mêmes procédés de fabrication, certains ont les mêmes savoir-faire. Et l'idée, c'est un peu par exemple, quand je parlais d'écologie industrielle, c'est qu'aujourd'hui, le format c'est assez classique, c'est que soit il y a des plateformes, soit vous avez des réunions où les gens présentent leurs besoins. En fait, là, c'est l'inverse, c'est de dire, mais regardez ce que vous pourriez faire ensemble. On renverse en fait le schéma. C'est de se dire, c'est une approche exploratoire. Voilà ce qu'on pourrait faire. C'est ce qu'on est en train de faire à l'île Maurice, c'est de se dire, voilà ce que vous pouvez faire. Et puis après, on peut aussi partir du, il nous faut absolument à l'île Maurice tel type de produit, notamment de produits de santé. Comment on fait en mobilisant tous les acteurs du territoire. Voilà, c'est une approche à l'envers qu'on essaie de proposer et effectivement, ça peut être porté par des acteurs publics ou des acteurs privés. En l'occurrence, à l'île Maurice, c'est la première banque de l'île Maurice qui porte le projet. Voilà. Merci à tous. Merci. Une dernière question et après on arrête, d'accord. Est-ce qu'il y a des entreprises et des grandes entreprises qui commencent à adopter cette approche-là? Parce que souvent, vous avez parlé de franchise, mais c'est plus dans la distribution, mais de franchise dans le domaine, par exemple, de la production. Oui. Tu avais un exemple? Parce que j'en ai, mais... Vas-y. Non, mais ceux qu'on a donnés, moi j'en ai donné quelques-uns, Local Motors ou Opendesk, ça peut être du mobilier, l'industrie lourde, là, plus sur l'automobile. Les plus grandes entreprises qui commencent à émerger, parce que celles-là, ils ne sont pas très connues. Est-ce qu'il y en a des grosses qui disent, elles y viennent. Enfin, typiquement, après, il y a aussi des réflexions. Alors, nous, on a des clients qui réfléchissent, mais typiquement dans l'énergie, c'est-à-dire l'idée d'accompagner, d'équiper les acteurs. Dans l'agroalimentaire, je ne peux pas non plus en parler, mais le fait d'aller équiper les agriculteurs, c'est aussi, il y a des gros acteurs qui se disent, il va falloir qu'on a un système hybride entre 3-4 sites de production et une atomisation. Mais vous avez aussi des... Sur énergie, disait GRDF, eux, c'est vraiment leur stratégie biogaz 2050. Enfin, je ne sais pas pour faire la pub, mais il va falloir aller chercher le biométhane là où il est, chez les agriculteurs, chez les collectivités. Et là, c'est vraiment c'est faire émerger les producteurs
pour qu'ils nourrissent le réseau qui aujourd'hui est un réseau plus de distribution et que ça devienne un réseau de production-distribution demain. Ouais. Ça, c'est un exemple. Après, Juste une dernière phrase, qu'après, il faut qu'on laisse la place. Ouais, ouais. Effectivement, il y a beaucoup de gros acteurs qui investissent dans ces petites unités, de petites start-up. Beaucoup qu'on présente dedans sont aujourd'hui en relation avec des grands groupes pour des investissements. Donc, voilà. Mais au plaisir d'en rediscuter. Donc, vous pouvez nous contacter sur Richard@Utopie ou Florentin@Utopie.com. Merci. Merci.